Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va examiner une autre affaire horrible. En février 2018, Deltona, une ville tranquille de l'est de la Floride, a été choquée par le meurtre brutal d'un jeune homme, Patrick de la Cerda. Ce jeune de 25 ans a été retrouvé mort chez lui. Ses blessures suggéraient une vengeance personnelle. L'affaire de la Cerda illustre un crime presque parfait, élaboré et planifié, qui aurait pu rester non résolu. Bien que le meurtrier ait été vite identifié, aucune preuve directe n'a pu établir sa culpabilité. L'enquêteur Chad Weaver a déclaré avoir su dès le début que ce serait une vraie enquête, digne d'une adaptation à l'écran. Qui était Patrick de la Cerda? Patrick de la Cerda est né en juin 1992 à Miami, l'une des régions les plus pittoresques de Floride. Son père, Max de la Cerda, était espagnol, et sa mère, Patricia Ronza, née en France, a déménagé aux États-Unis dans les années 80, où elle s'est vite mariée et a eu un fils. La famille de la Cerda était très chaleureuse et heureuse. Patrick a grandi dans une ambiance d'amour, d'attention et de respect mutuel. Gentil, intelligent et sociable, il réussissait à l'école, devenait l'âme de tout groupe et se faisait plein d'amis. Depuis l'enfance, il était proche de ses parents, qui n'ont rien épargné pour lui offrir une bonne éducation. Le père travaillait dans la construction et était un excellent spécialiste. Sans être riche, la famille vivait confortablement pour une grande ville. Après le lycée, Patrick a choisi la faculté de construction pour suivre les pas de son père. Pendant ses études universitaires, ses parents, après presque 25 ans ensemble, ont décidé de divorcer. Notons qu'ils se sont séparés calmement, sans scandale ni partage de biens. La mère s'est installée à Deltona, une ville tranquille à l'est de l'État, où elle s'est vite remariée. Le fils adulte est resté avec son père à Miami, où ils travaillaient ensemble comme professionnels respectés du bâtiment. Malgré le divorce, tous les membres de la famille sont restés très proches et amicaux entre eux. Ils gardaient toujours le contact, s'appelaient souvent et étaient prêts à s'entraider si besoin. Patrick visitait régulièrement sa mère à Deltona, partageant sa vie, ses joies et ses rencontres amoureuses. Grâce à ses origines franco-espagnoles, le jeune homme avait un charme naturel et plaisait beaucoup aux femmes. Mais pour lui, la famille dans laquelle il a grandi a toujours été un exemple. Donc Patrick ne cherchait pas d'aventure sans lendemain. Il rêvait d'un amour véritable et d'une famille solide. Il a rencontré la fille de ses rêves par hasard sur Internet, sur un site de rencontres populaire. Il s'y est inscrit sur conseil d'un ami, mais doutait de pouvoir y trouver son âme sœur. Un soir de juin 2017, sans enthousiasme, il parcourait les profils des filles quand son attention fut attirée par la photo d'une brune à l'apparence lumineuse et peu commune. Elle avait de grands yeux profonds et un sourire charmant. Patrick fut littéralement envoûté et décida de lui écrire. Elle répondit à son message et ils commencèrent à discuter de façon décontractée. La jeune femme s'appelait Jessica Devnani, née en 1988 à Orlando, en Floride centrale. Après le lycée, elle étudia la banque à l'université locale et trouva un emploi dans une banque d'Orlando. Jessica fut aussi tout de suite attirée par ce beau jeune homme. Ils ont échangé activement sur le site pendant quelques jours avant d'échanger leurs numéros. Les semaines suivantes, ils s'appelaient chaque soir et parlèrent de tout pendant des heures. Le couple a vite développé une sympathie et confiance mutuelle, décidant de se rencontrer en vrai. Vivant dans des régions différentes, ils ont choisi un lieu à mi-chemin pour leur rencontre. Dès le premier rendez-vous, Patrick sut que Jessica était la fille qu'il cherchait depuis longtemps. Elle l'a aussi aimé, mais la différence d'âge la troublait un peu, étant plus âgée de 4 ans. En rentrant, Patrick a dit à sa mère qu'il avait rencontré la fille de ses rêves, sa future épouse. Patricia a entendu la joie dans la voix de son fils, a compris son sérieux et s'est réjouie pour lui. Cette relation à distance a duré des mois, posant problème car ils ne se voyaient que le week-end, dans un lieu neutre. D'habitude, ils louaient une chambre d'hôtel dans un coin tranquille et profitaient simplement l'un de l'autre. Mais le dimanche soir, chacun rentrait chez soi pour aller travailler le lundi matin. En décembre 2017, Patrick a déménagé à Delton, où vivait sa mère, pour se rapprocher de sa bien-aimée. Il y a acheté une maison calme et a commencé des rénovations, préparant un nid douillet pour sa chérie. Jessica ne pouvait pas quitter son travail de suite. Ils ont prévu une crémaillère pour le printemps suivant. À la Saint-Sylvestre qu'ils passaient ensemble, le jeune homme a décidé de surprendre sa petite amie. Il a préparé un feu d'artifice dans le jardin et pendant que Jessica l'admirait, il s'est agenouillé, bague en main, pour lui poser la question cruciale. Voulait-elle devenir sa femme? Jessica, folle de joie, a bien sûr accepté sa demande. Patrick a avoué avoir longtemps cherché la bague parfaite,
sans succès dans les bijouteries. Aucune ne lui semblait assez belle et raffinée pour l'occasion. Il a choisi la meilleure disponible pour faire sa demande avant le nouvel an, mais a commandé une bague exclusive, dont il a lui-même conçu le design, dans un atelier de joaillerie. Quelque chose avait changé chez Patrick. 2 mois se sont écoulés depuis les fiançailles. Les préparatifs du mariage et de la crémaillère battaient à leur plein. Le choix du couple était approuvé par leurs parents, et ils étaient indiciblement heureux, se préparant à une nouvelle étape de leur vie. Le couple prévoyait une célébration somptueuse à Miami, au bord de l'Atlantique, ou en France, pays d'origine de la mère du marié. Le 27 février 2018, Max de la Cherda, le père de Patrick, a reçu un appel d'un coursier. Le numéro du père était listé comme contact secondaire. Le livreur a signalé que la commande de son fils avait été livrée à l'adresse indiquée, mais que le client n'ouvrait pas la porte et ne répondait pas au téléphone. C'était très inhabituel pour Patrick. Alors le père s'est tout de suite inquiété. Mais comme il était au travail et ne pouvait ni récupérer la commande, ni vérifier si son fils allait bien, Max a décidé de contacter sa future belle-fille. Il a appelé Jessica, anxieux, disant qu'il ne pouvait joindre son fils. Jessica tentait de contacter son fiancé depuis le matin, sans réponse aux messages ni appels. Quand elle en a parlé au père de Patrick, Max a déclaré « Il a dû arriver quelque chose à Patrick ». Jessica a tout laissé tomber et s'est précipitée chez le marié aussi vite que possible. En arrivant, elle a vu la voiture de Patrick dans l'allée, indiquant qu'il n'était pas sorti. Ayant sa propre clé, Jessica est entrée et a appelé son amour plusieurs fois, sans réponse. Jessica a ouvert prudemment la porte d'entrée et a vu une scène horrifiante. Son fiancé gisait à l'entrée, dans une mare de sang. Il ne montrait aucun signe de vie. Jessica a vite appelé les urgences, mais les ambulanciers n'ont pu qu'annoncer le décès de Patrick. À l'arrivée de la police, Jessica sanglotait dans le jardin où Patrick l'avait demandé en mariage 2 mois plus tôt. Quand un officier l'a approché, elle l'a regardé et dit savoir qui avait tué son amour et ruiné sa vie. Pour comprendre ce cas complexe et qui pourrait vouloir tuer un jeune homme sans ennemi apparent ni malveillant, il faut remonter un peu à l'époque où lui et Jessica se sont rencontrés. À ce moment-là, la fille était en couple avec Gregory Bender, un riche homme d'affaires propriétaire d'un fonds d'investissement. Jessica a rencontré Gregory pendant ses études. Il avait 20 ans de plus qu'elle et a littéralement fait tourner la tête de la jeune beauté. L'homme d'affaires la courtisait magnifiquement, lui offrait des cadeaux coûteux et l'emmenait dans des lieux luxueux. Jessica croyait avoir trouvé l'amour de sa vie, mais elle a vite remarqué des bizarreries dans son comportement. Gregory cherchait à tout contrôler, surveillant ses déplacements et ses fréquentations. Si Jessica avait un admirateur, il s'en débarrassait aussitôt par menaces et intimidation. En même temps, il ne lui révélait presque rien sur lui-même. Cette relation a duré presque 8 ans et Gregory n'a jamais présenté sa bien-aimée à sa famille ou ses amis. Ils se voyaient, passaient du temps ensemble ou partaient en vacances uniquement quand il le voulait, et Gregory l'invitait rarement chez lui. Il prétendait être très occupé. Jessica voulait fonder une famille, avoir des enfants, mais Bender disait toujours que ce n'était pas le bon moment. Quand elle a voulu rompre, Gregory lui a offert une bague et l'a demandé en mariage. Jessica a accepté, mais rien n'a changé. Ils vivaient toujours séparément et ne se voyaient que quand le fiancé le décidait. Un jour, Gregory a eu un accident de voiture et s'est retrouvé à l'hôpital. À cette nouvelle, Jessica s'est précipitée, mais a d'abord décidé de passer chez lui prendre quelques affaires. Là, elle est tombée sur une femme inconnue et lui a demandé qui elle était. L'étrangère, au lieu de répondre, lui a posé la même question. Jessica a montré sa bague et s'est dite l'épouse du propriétaire. La femme a ri, montrant sa bague. « Je suis Demora Sanchez Bender, sa femme légale. » Choquée, Jessica a décidé de quitter l'homme d'affaires qui l'avait trompée, mais il la poursuivait, promettant de divorcer pour l'épouser bientôt. Elle l'a cru, mais rien n'a changé dans leur relation avec le temps. Lasse, Jessica s'est inscrite sur un site de rencontre et a rencontré Patrick. Décidée à quitter Gregory, elle l'en a informé, mais il refusait de la laisser partir. D'abord, Bender a persuadé Jessica de revenir, promettant encore de divorcer. Puis, menaces et harcèlement. Voyant ça inutile, il chercha un rival, dont il ignorait tout. Il engagea des pros pour pirater le compte de Jessica et voir ses contacts. Découvrant Patrick, Gregory le menaça, exigeant qu'il quitte Jessica, la nommant sa fiancée. Patrick resta calme, croyant que ça n'irait pas plus loin que des menaces. Jessica avait peur, sachant que son ex pouvait tout faire. Riche et influent, il possédait une énorme collection d'armes à feu utilisables. Jessica a proposé à Patrick de rompre avant que ça dégénère, mais il n'en était pas question. Ils ont alors décidé d'aller à la police
prouvant que Bender les harcelait et les menaçait. Le couple a obtenu une ordonnance d'éloignement contre Gregory, l'interdisant tout contact. Gregory a dû aussi remettre toutes les armes à feu qu'il avait chez lui. Les choses se sont calmées un temps, et ils ont cru que le harceleur les avait laissés. Jessica a convaincu Patrick d'installer des caméras, craignant que Gregory ne viole l'interdiction. Revenons aux événements tragiques du 27 février 2018. Lors de l'examen initial, les enquêteurs ont tout de suite écarté l'hypothèse du vol, notant que, vu les mutilations, ce meurtre avait un mobile personnel. L'auteur haïssait visiblement sa victime. Sur le corps d'un gars de 25 ans, on a compté 4 balles, cuisses, poitrine et 2 à la tête. Les experts ont aussi noté des blessures typiques d'une chute dans les escaliers. Le corps gisait entre la porte d'entrée et l'escalier menant à l'étage. Les enquêteurs pensaient que le tueur s'était faufilé et attendait en haut. Quand Patrick est monté, l'intrus l'a surpris et lui a tiré dans la cuisse. Blessé, il a dégringolé. Le tueur l'a suivi, tiré au torse, puis 2 fois à la tête. L'arme, un pistolet rare et difficile à obtenir, n'a pas été retrouvée. La première douille a été trouvée à l'étage de la maison. 2 douilles similaires ont été trouvées en bas, mais la 4e manquait. On a supposé que l'auteur l'avait emportée, peut-être comme trophée. Malgré les dires de Jessica qu'elle connaît le meurtrier, le premier suspect était le voisin de la victime, avec qui il y avait eu un conflit sérieux récemment. L'homme était un vétéran de l'armée américaine, blessé et gravement commotionné à la guerre, ce qui a déclenché un trouble mental. Il excellait au maniement des armes et pouvait facilement se procurer un modèle rare. En décembre 2017, le vétéran a confondu son nouveau voisin avec un cambrioleur et a tiré. Heureusement, personne n'a été blessé, mais le voisin a été hospitalisé en psychiatrie suite à une crise. Après son retour, il suivait Patrick constamment, l'appelait espion et jurait de le démasquer. Le voisin perturbé aurait pu avoir un motif né de son imagination maladive. L'homme fut donc arrêté pour interrogatoire. Il ne cachait pas son aversion pour Patrick, mais au moment du meurtre, il avait un alibi solide, confirmé par plusieurs personnes. On cherchait des preuves et tentait de provoquer le coupable. L'hypothèse du vol fut vite écartée, car tout était en place, et l'argent et les objets de valeur n'avaient pas été touchés. Seuls manquaient les disques durs des caméras de surveillance, rendant impossible de savoir qui était entré ou sorti ce jour-là. De plus, aucune preuve n'a été trouvée sur la scène de crime. Les experts n'ont trouvé ni empreinte digitale, ni traces de chaussures, ni ADN. Le meurtre était bien planifié. Malgré les soupçons sur Gregory, il semblait qu'il pourrait s'en tirer. La police a décidé d'agir en douce et a demandé à Jessica d'appeler son ex et de l'amener à une discussion franche. Jessica a accepté sans hésiter. Elle a composé le numéro de Bender et s'est donnée en spectacle. Elle l'a accusé pour ce qui s'était passé, pleurant et demandant pourquoi il l'avait fait. Mais Gregory semblait avoir deviné le plan des enquêteurs dès le début et a persisté à feindre l'incompréhension. Quand Jessica a dit qu'il avait tué son fiancé, l'homme d'affaires a feint la surprise face à cette nouvelle, puis a présenté ses condoléances à son ex. Tenter de faire avouer Gregory, de le mettre en colère ou de le pousser à la faute n'a jamais abouti. La police n'avait aucun motif pour le retenir ou l'interroger, il ne pouvait être que témoin, mais il respectait l'ordre d'éloignement et semblait avoir tourné la page depuis longtemps. Alors que l'enquête piétinait, la police reçut un appel de Dimora Sanchez Bender, affirmant détenir des informations cruciales sur l'affaire Patrick de la Cerda. La femme fut aussitôt conviée au poste pour un entretien, où elle révéla avoir vu un étrange cahier sur le bureau de son mari peu avant le crime. En l'examinant, Dimora découvrit un plan détaillé d'une maison inconnue, accompagné d'un curieux algorithme d'action. Elle n'y avait pas prêté attention, mais quand Dimora vit un reportage sur le meurtre brutal d'un jeune homme, montrant le plan de sa maison, elle se rappela immédiatement les croquis de son mari infidèle, dont elle était sur le point de divorcer, et décida d'en informer les enquêteurs. Cette information donna à la police un motif suffisant pour perquisitionner chez le suspect présumé. Le mystérieux cahier, mentionné par l'épouse de l'homme d'affaires, fut trouvé dans le bureau, mais les pages du plan et d'autres notes avaient disparu. Cependant, ils ont vite été trouvés au bureau, dans une poubelle que Gregory avait apparemment oublié de vider. Il avait simplement arraché les pages, les avait froissées et jetées à la poubelle. Visiblement, il était sûr que sa maison ne serait pas fouillée, vu qu'il n'y avait aucune preuve contre lui. Sur les feuilles, outre le plan de la maison, il y avait un schéma détaillé du crime lui-même. Il est apparu que le criminel s'était préparé longuement et minutieusement, peaufinant chaque détail. Il notait la nécessité d'éteindre le téléphone, porter des gants et graisser ses semelles pour ne pas laisser de traces. Les notes révélaient que Gregory suivait sa victime, connaissait ses horaires
et savait où étaient les caméras. De plus, Grégory avait prévu de se débarrasser de l'arme, des vêtements sales, des chaussures et des gants. Il n'a été trahi que par ses dossiers non détruits à temps et la curiosité de sa femme. De plus, une quatrième douille manquante était dans une boîte à cigares sur la table, censée être un trophée pour le tireur. La police scientifique a confirmé que c'était la même douille que sur la scène de crime. Malgré les efforts de la défense pour blâmer Jessica, les preuves ont suffi pour arrêter Grégory et lancer un procès. Le hic, toutes les preuves étaient circonstancielles, l'arme du crime restant introuvable. Aucune preuve que l'accusé ait été chez la victime, et pas de témoins. Le procès de Fender n'a débuté qu'en mai 2021, plus de 3 ans après son crime. Entre-temps, il a engagé les meilleurs avocats qui ont eu le temps de bien se préparer. L'homme d'affaires, optimiste, semblait croire qu'il s'en sortirait. Jessica était un témoin clé. Elle a détaillé sa relation avec Grégory sur plusieurs années, sa découverte qu'il était marié, sa tentative de rupture et le harcèlement et les menaces qu'il a proférées contre elle et Patrick. Comme preuve, elle a fourni des captures d'écran de leurs échanges et des relevés téléphoniques. En réponse, les avocats de Fender ont tenté de rejeter toute la faute sur Jessica. La défense a affirmé que Jessica avait provoqué Grégory en s'inscrivant sur un site de rencontre et en débutant une nouvelle relation sans avoir rompu, blessant ainsi sa fierté. De plus, Jessica fut accusée de mercantilisme, aimant recevoir des cadeaux coûteux d'un riche prétendant. Les avocats ont qualifié les plans du meurtre de simples fantasmes d'un homme blessé voulant se venger de son rival. La défense a insisté que l'accusé n'est pas allé au-delà des plans, expliquant l'absence de traces sur la scène du crime. De plus, selon les avocats, la perquisition chez leur client était illégale et menée avec des irrégularités. Donc, la seconde preuve, une douille, aurait pu être simplement plantée lors de la perquisition. L'arme du crime n'a pas été trouvée. Jessica a identifié un modèle sur photo, disant l'avoir vu dans la collection de son copain. Mais elle pouvait se tromper, n'étant pas experte en armes. Lors d'une séance, l'ex-femme de l'accusé, Dimora Sanchez, a été appelée à témoigner. L'homme, jusque-là indifférent, s'anima soudain et lui déclara son amour de façon inattendue. Émue par cet aveu, l'ex-femme sembla changer d'avis sur son témoignage contre Grégory. Elle mélangea ses propos, évoquant des oublis, et douta finalement que cet homme qu'elle connaissait depuis des années soit capable de meurtre. Malgré les efforts de la défense pour contester la légalité de la perquisition chez l'accusé, malgré la déclaration surprise de son ex-femme, et malgré le manque de preuves directes, le jury, après des heures de délibération, a quand même déclaré Grégory Bender coupable de meurtre au premier degré. Il a été condamné à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Quand le juge a prononcé la sentence, l'accusé fixait Jessica intensément, sans ciller. Son regard perçant l'a rendue malade, presque au bord d'une crise de panique. Assise près de la mère de son défunt fiancé, elle s'est mise à sangloter, suffocant. Malgré les efforts de Bender et ses avocats coûteux pour faire appel, toutes leurs tentatives ont été rejetées. L'affaire a eu un grand écho dans la société. Un riche homme d'affaires avait froidement tué un simple ouvrier et tenté d'échapper à la justice. L'histoire de Patrick Della Carta a été largement médiatisée. Avec Grégory Bender toujours en prison, Jessica Devnani se sent en sécurité et vit pour honorer la mémoire de Patrick. Elle porte la bague qu'il lui a offerte, ainsi que le bijou unique qu'il n'a jamais pu lui donner. Jessica reste proche des parents de son fiancé décédé, qui la considèrent comme leur propre fille. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas rater les nouvelles histoires du monde entier. À bientôt, prenez soin de vous.